C'est l'instant passion. Alors, encore en train de se Jujutsu Kaisen? Hein, mais ça veut rien dire. T'aimes ça, Jujutsu Kaisen? Ah, j'adore. Alors tu dois jouer à Jujutsu Kaisen Phantom Parade sur mobile. Mais qu'est-ce que c'est? Jujutsu Kaisen Phantom Parade est le premier jeu mobile sous licence officielle adapté du célèbre animé. Incarne les plus puissants exorcistes et les plus puissants fléaux pour revivre les grands moments de l'animé et aussi des tas d'aventures inédites. Téléchargez le jeu maintenant pour profiter des récompenses exclusives de lancement. Recevez 7500 cubes et un ticket gacha SSR garanti où vous pourrez choisir parmi 9 personnages adorés des fans comme Yuji Itadori et Satoru Gojo. Utilisez vos cubes pour faire des invocations et créer la meilleure équipe possible avec les personnages de l'animé avec chacun leur spécificité et mettez-la à l'épreuve dans des batailles PVP endiablées. Vous pouvez même faire des attaques combinées ultra balèzes et stylées grâce aux capacités d'énergie occulte de vos personnages. Le tout servi par des animations et des graphismes de haute voltige qui retranscrivent l'animé à la perfection. Alors là, j'ai clairement mon Kaizen qui commence à se jujutsu là. Quoi? Participez aussi aux différents events sur le site officiel, comme par exemple le gacha anticipé Phantom Parade. Recevez un perso SSR, un bit de rappel SSR et 1000 cubes. Et aussi le défi rayon noir, si tous les joueurs achèvent 100 millions de Black Flash, vous recevrez 500 cubes supplémentaires. Et en plus, si vous invitez un ami à rejoindre Jujutsu Kaisen Phantom Parade, vous recevrez encore 6000 cubes de plus. Eh ben ça en fait des cubes, on va pouvoir invoquer comme jamais. Le jeu est disponible en téléchargement gratuit sur iOS et Android. Téléchargez-le via le lien en description. Et n'oubliez pas, vous êtes mon spécial. Que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Et déclaré vaincu le premier qui touche le sol. Prépare-toi à mordre la poussière. Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu regardes ça? Je me le regarde au moins une fois par an, c'est un peu comme un devoir de mémoire, une thérapie. Ah ouais? Moi je pourrais pas m'infliger un truc pareil. Ah c'est sûr, hein, c'est pas une sinécure, mais je commence à m'y faire, hein. J'arrive à le finir sans vomir maintenant. Ouf. Et tu sais quoi? Fait peut-être te choquer, mais je crois que je commence un peu à l'apprécier ce film. Enfin en tout cas, à avoir un peu d'affection pour ce film. C'est pas ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm ou je sais pas quoi là? Oh, je sais pas, je suis jamais allé en Écosse, mais attention, hein, je suis pas en train de te dire que je l'apprécie en tant que film. C'est toujours une bouse infâme. Mais je sais pas, quand je le regarde, j'ai une certaine nostalgie vis-à-vis de lui. Je veux dire, depuis cette catastrophe industrielle et cette insulte au manga et au Japon tout entier, nous avons quand même eu des adaptations live-action de manga et d'anime bien plus qualitatives. Battle Angel Alita, Rurouni Kenshin, One Piece, Yu Yu Hakusho, City Hunter, et plein d'autres, hein. Même l'adaptation française de Nicky Larson était plutôt réussie. Ah, je vois. Ouais, genre tu te dis que Dragon Ball Evolution c'était une sorte d'étape nécessaire pour avoir des meilleures adaptations aujourd'hui. Ouais, alors c'est toujours pas parfait, attention, hein, mais quand même, on a fait un chemin de dingue depuis Dragon Ball Evolution quand même. Je pense pas qu'on arrivera à souiller une œuvre à ce point encore de nos jours. On fera jamais pire. Eh les gars, regardez ce que j'ai trouvé en faisant les poubelles. Les chevaliers du Zodiac, ça a l'air trop bien. Bon, oublie ce que je viens de dire. Knight of the Zodiac ou encore Saint Seiya The Beginning est une adaptation live-action du manga et animé cultissimement culte Saint Seiya de Masami Kurumada. Il s'agit d'une coproduction de la Toei et Sony Pictures, sortie le 24 mai 2024, réalisée par Thomas Baginski, qui est l'un des producteurs de The Witcher. Ah, tout s'explique. Comment ça? T'as vu The Witcher? Bah non. Oh, The Witcher, j'adore cette série, dinguerie. Ah, à ce point-là? Une adaptation live-action de Saint Seiya fut pendant très longtemps une arlésienne. Pas faux. Kurumada lui-même avait cette ambition depuis les années 90, et ça a bien failli exister dès cette époque d'ailleurs, avec Starstorm, une réinvention de Saint Seiya pour en faire une série dans le style des Power Rangers de l'époque, dont on peut retrouver quelques images sur YouTube, et franchement je suis partagé entre putain on l'a échappé belle et le putain j'aurais adoré voir l'ampleur du désastre. D'ailleurs, il y avait aussi une version animée américaine en mode Maître de l'univers ou Tortue Ninja, intitulée Guardian of the Cosmos, dont on peut trouver des extraits du pilote sur YouTube, tentative d'américanisation qui rappelle la série avortée Sailor Moon qui mélangeait prise de vue réelle et animation éclatée. Bon, malgré ces deux échecs, ils n'ont pas lâché le steak, et en 2014 est sorti Saint Seiya la légende du sanctuaire, un film en CGI. Énième tentative de ressusciter la saga, alors autant graphiquement c'était plutôt stylé, autant compiler l'arc du sanctuaire en un seul film de 1h33, c'était une mission casse-gueule, et ça n'a pas loupé. C'était vraiment une giga daube, peut-être qu'on en parlera plus longuement un jour, hein, pourquoi pas.
Puis après ça, en 2019 est sortie la nouvelle série d'animation Saint Seiya sur Netflix. Et une fois encore, c'était pas glorieux. En fait, c'est exactement ce qu'ils avaient voulu faire avec Guardian of the Cosmos, du Saint Seiya Soft Barbecue Chicken Wings pour plaire aux gosses américains et potentiellement vendre plus de jouets. Bon, il paraît que la saison 2 redresse un petit peu la barre, mais bon quand même. Bref, toutes ces tentatives ratées prouvent une chose, c'est que les producteurs ont une très mauvaise approche de la licence Saint Seiya et qu'ils n'ont absolument pas compris quelles étaient les attentes des fans. Le film s'ouvre sur une séquence en CGI montrant la fuite d'Aiolios avec bébé Athéna dans ses bras. Il est poursuivi par Shura du Capricorne à travers les cieux, tandis que le narrateur nous explique la légende d'Athéna et de ses chevaliers. Et ça se termine sur le sacrifice d'Aiolios. En vrai, cette séquence d'intro nous met plutôt en confiance. Ok, la CGI est cramée à 25 km, mais la musique et la mythologie semblent de loin être plus ou moins respectées. Les armures d'or du Sagittaire et du Capricorne ont l'air stylées, et on nous case l'Excalibur de Shura en mode seuls les fans auront la ref. En vrai, ça commence plutôt bien. L'introduction en mode CGI dégueulasse avec une voix off, ça ressemble vachement à l'intro de Dragon Ball Evolution quand même. Un guerrier du nom de Piccolo surgit d'au-delà des étoiles et plongea notre monde autrefois paisible dans les ténèbres et le chaos. C'est pas faux, c'est pour ça que j'ai décidé que tout au long de cette vidéo, on va jouer à un jeu tous ensemble qui va s'appeler le bingo de Dragon Ball Evolution et on cochera une case à chaque fois qu'on aura une similitude avec Dragon Ball Evolution. Là, on va causer notre première case, l'introduction en CGI dégueulasse. Hop là. Ensuite, c'est fondu au noir avec une réplique inspirante et on découvre le visage de Seiya. Ça me rappelle un truc. Oui, moi aussi. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Wow. Bon bah du coup on peut déjà cocher notre deuxième case du bingo Dragon Ball Evolution, hein. Introduction du héros avec une côte nulle sur fond au noir. Bref, on découvre Seiya en train de se morfondre, il a des flashbacks de quand il était môme en train de s'entraîner au kung-fu avec sa sœur, Patricia. Patricia. Pas Saïka. Ouais. Seiya est interprété par Makenyu, star japonaise, fils du légendaire Sony Shiba qui a joué dans pas mal d'adaptations de manga, dans les films Kenshin, le second film FMA, le film Jojo Bizarre Adventure et récemment Cesaro dans One Piece. Seiya participe visiblement à des combats de MMA clandestins dans une espèce de boîte de nuit underground avec plein de mecs tatoués et de la musique techno. Sans déconner, c'est Saint Seiya ou c'est Mortal Kombat le queutru Théma, Seiya il a la même tenue que Liu Kang. Oh tiens, John Connor, qu'est-ce qu'il fout là? L'organisateur dit à Seiya que cette fois-ci, il a plutôt intérêt de se battre pour de vrai et d'arrêter de se contenter d'éviter les coups comme une danseuse. Il entre ensuite dans l'octogone, qui n'est pas du tout en forme d'octogone, pour affronter Jackie, la brute. Je viens de me faire Jackie. Alors, il s'agit d'un clin d'œil à un perso obscur de l'animé. Ouais, on s'en branle, ouais. Du coup, le combat commence. Bon, alors... Ralenti, inutile et ringard, check. Je l'ai aussi. Seiya esquive tous les coups en mode tigre et dragon, ce qui énerve l'organisateur, qui lui crie d'arrêter d'esquiver sans répliquer. Du coup, Seiya pour le narguer lui arrache son cigare avec un coup de pied. Du coup, le gars pète un câble et entre dans l'octogone pour taper Seiya. Ah, tu m'étonnes, un bon cigare comme ça, c'est criminel. Tu crois que t'as le droit de te foutre de moi? Attends, c'est Cassius ça? Moi j'ai baisé une naine, qu'est-ce qu'il y a, hein? Le géant rival de Seiya pour acquérir l'armure de Pégase? Ah, quand même! Ah, j'imagine qu'il n'y avait pas de gars de plus d'1m80 disponible. Hein. Bref, Cassius éclate Jackie. Attends, remets-moi ça pour voir là. Le combo fort raccord et ralenti naze. Oh, je sens qu'on va se régaler avec ce film. Cassius fout une branle à Seiya qui tout à coup n'arrive plus à esquiver parce que quoi. Cassius gagne. Mortal Kombat. C'est complètement Mortal Kombat. Seiya refuse d'abandonner. Cassius veut le body slam et boum, le Cosmo de Seiya se révèle avec un mélange entre un flashback de sa sœur et une vision d'Athéna. C'est le début. Allez, effet de particules dégueulasses, check. Check. Oh, et il y a Shunbin aussi qui est là et qui regarde le combat dans l'ombre. Et j'espère qu'il va s'en sortir cette fois. Oh, attention la flèche. Oh, Seiya se relève. Cassius lui dit « Tu sais pas quand t'arrêter, toi ?» Et Seiya fait « On me le dit souvent. » Oui, parce que Seiya dans le manga, il n'abandonne jamais. Du coup, Seiya lui met 2-3 high kicks puis s'enfuit de l'octogone en courant. Bah du coup, il abandonne. Oui.
Bon, par contre, il prend quand même le temps de se changer au vestiaire, hein, quand soudain un gros Black Loxé lui dit de le suivre. Toi, tu viens chez moi. Banane. Pendant ce temps, Cassius passe un coup de fil pour prévenir quelqu'un qu'il a trouvé un mec avec du cosmos. Là, Sean Bean se présente à Seiya et lui dit que Vandergurad est à sa recherche. Alors, Vandergurad, non, ça me dit rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit que c'est son ex-femme et qu'elle se sert de cette arène clandestine pour recruter des guerriers aux aptitudes exceptionnelles pour sa garde personnelle, et qu'il a le choix entre le suivre ou se faire prendre par les guerriers de Gurad qui d'ailleurs tombent du ciel au même moment. Mais c'est quoi cette merde sans déconner? On dirait des extras refoulés de Power Rangers, bordel, le film a commencé il y a 10 minutes et tout ce qu'il propose c'est penser à plein de choses, sauf à Saint Seiya. Seiya et Sean Bean s'enfuient pendant que le Loxé s'apprête à affronter les Bioman pour leur faire gagner du temps et... Puis il y en a d'autres qui tombent. Enfin, ils réutilisent le même plan que pour les deux premiers, sauf qu'ils rajoutent une réplique pour dire qu'ils vont capturer le Loxé. Sean Bean et Seiya arrivent devant Mark Dacascos, qui vient juste chercher son chèque, et qui tire aussi au fusil à lunettes sur les Power Rangers pour les ralentir de manière très peu efficace, avant de tous les trois monter dans un 4x4 du futur. Et la course-poursuite commence. Deux secondes, j'ai oublié un truc. C'est bon, tu peux envoyer. Le 4x4 tire des missiles et soudain un méga vaisseau de l'espace apparaît avec une musique de méchant. Ok, donc on va pouvoir cocher deux cases d'un coup. Hop, 4x4 du futur éclaté. Et hop, forteresse volante complètement anachronique à l'univers. Le vaisseau tire un gigamissile tandis que le 4x4 rentre sous un tunnel. Le tunnel s'écroule et permet au 4x4 de se mettre à l'abri. Mais pourquoi ils balancent un gigamissile s'ils veulent le capturer? Bah parce que c'est des méchants. Seiya pique une crise et demande des explications. Et là, Sean Bean, qui a vraiment l'air d'en avoir rien à carrer de ce film, ordonne à Mark Dacascos d'endormir Seiya. Comment c'est vraiment... Non, je me fais pas manquer de respect par cette petite merde. C'est l'occasion d'un flashback de Seiya enfant avec sa sœur qui a l'air inquiète. Soudain, la maison tremble. Patricia sent le danger et dit à Seiya de se cacher dans le placard pour pas que le méchant le trouve. Waouh, j'aurais jamais pensé à cette cachette. C'est vraiment hyper astucieux en vrai. Puis boum, elle se fait swatter. Veuillez sortir du placard. La méchante lui arrache le médaillon de Pégase et lui dit qu'elle a pu détecter son cosmos et du coup, Patricia se fait embarquer. Et bim, Seiya se réveille dans l'avion de Sean Bean. Je me fais attaquer par des ninjas cyborgs, canardé par un vaisseau spatial et drogué par ce pingouin à 2 balles. Oui, alors, le coup du personnage qui se rend compte que la situation est ridicule n'atténue pas le fait que la situation soit ridicule, hein. C'est tout l'inverse. Oui. Le vaisseau spatial de Sean Bean atterrit dans un giga domaine de riches. Puis ils entrent dans sa villa de luxe et c'est seulement là que Sean Bean se présente. Il s'appelle Alman Kido. Pas Mitsumasa Kido. Et non, hein, j'imagine que faire un milliardaire japonais, c'était pas crédible. Oula, attention la hache! Il emmène ensuite Seiya dans une pièce remplie d'antiquités grecques. Subtil. Ton cosmos t'a conduit jusqu'ici. Subtil. Évidemment, Seiya lui rit au nez et s'apprête à partir. Puis il le retient en expliquant que sa sœur s'est sacrifiée pour pas que Gurad le trouve lui, parce qu'il est destiné à devenir le chevalier de Pégase. Et c'est là qu'entre en scène Sienna. Du coup, pas Saori. Bah non. C'est donc elle la réincarnation d'Athéna, et elle envoie chez Seiya en disant qu'elle a pas besoin de garde du corps. Du coup, il joue la carte de la gamine capricieuse gosse de riche et du gamin des rues qui se disputent, mais qui finalement s'aiment bien. Puis elle lui remet le médaillon de Pégase. Seiya dit merci, mais en quoi ça va m'aider à retrouver ma sœur? Et là, Sean Bean lui répond: Tu n'as pas dû connaître Marine, le chevalier d'argent. Quoi? Mais c'est quoi ce name dropping random là? Et le rapport avec la scène, il est où? Putain, mais ce film, il passait 3/4 de son temps à faire de l'exposition inutile qui raconte rien. Je veux dire, à ce stade, on sait pas c'est quoi le cosmos, c'est quoi un chevalier, c'est quoi les pouvoirs d'Athéna, pourquoi Athéna s'est-elle réincarnée, pourquoi la sœur de Seiya s'est retrouvée avec le médaillon de Pégase. On sait rien de tout ça, on sait rien. Seiya s'énerve parce qu'il comprend rien à tout ce bordel. Je te rassure, nous non plus, on comprend que dalle. Hein. Et pourtant, contrairement à l'équipe de ce film, on a lu le manga. Du coup, Sean Bean décide qu'il est temps de prendre un petit déjeuner. Je vais vous passer l'extrait en entier pour que vous compreniez le malaise. On n'a qu'un petit déjeuner. Prenons notre journée et nous verrons tout cela demain. Alors. Ouais, j'ai un peu faim, ouais. Et regardez la réaction de Sienna en mode what the fuck. L'acting de Sean Bean qui se gratte la tête et marque une pause trop bizarre au milieu de sa phrase. Ça se sent tellement que le gars en a rien à branler et qu'il sait qu'il joue dans une daube. Il vient juste prendre son chèque. Bref, retour à l'octogone où Cassius s'engueule avec Nero.
Alors, Nero. Oh, je vois pas de Nero là-dedans, hein. C'est peut-être un perso inventé pour le film. Et là, Gurad arrive, elle est jouée par Famke Janssen, Famke Janssen, baguette. connue pour son rôle de Jean Grey dans la première trilogie X-Men de la Fox, et elle aussi est clairement venue toucher le chèque, parce que ça se voit, elle en a rien à branler aussi. Et du coup, elle engueule Cassius parce qu'il s'est pas fait discret quand il a détecté Seiya, et du coup, ils ont attiré l'attention et vont devoir fermer l'octogone. Pardon, mais c'est pas Cassius qui a fait exploser la moitié du bled avec une forteresse volante hyper technologique, hein. Ce film est débile, hein. Retour, c'est Sean Bean où Seiya et Sienna prennent le petit-déj en faisant connaissance tout en s'envoyant des pics un peu gratos. Sienna le traite de pauvre mal élevé et Seiya la traite de gosse de riche. Je vous épargne l'essentiel de cette scène avec des dialogues affligeants, puis soudain Sienna se met à briller en violet. La maison tremble et passe en mode bunker, et là elle hurle. Sienna a encore fait des siennes. Après, elle se calme et Sean Bean explique que la maison passe en mode bunker quand Sienna active son cosmos pour éviter que Gurad la détecte. Puis retour à Cassius qui se fait malaxer par un chevalier noir, puis Gurad lui dit « Wesh, t'es balèze, tu veux tester mon prototype pour battre Seiya ? Combien tu veux ?» Et il répond « Si j'ai le droit de le tuer, je le fais gratos. » T'en fais pas, je suis pas un enculé. Mais pourquoi il veut à ce point-là le buter ? Qu'est-ce qu'il a fait au juste à part taper dans son cigare ? Parce qu'on déconne pas avec les cigares, ok ? C'est sacré, d'accord ? Bonne vitole de Cuba, là, quand même, merde. Puis, nous voici au QG de Gurad. Sans déconner, un gros building de méchants avec un logo rouge qui brille. Non mais sérieusement, là, vous avez pas plus subtil ? On est dans un dessin animé ou quoi ? Oh putain, je viens de comprendre. Seiya qui est un enfant des rues, Sienna à la place de Saori, les chevaliers noirs robotiques. C'est pas une adaptation du manga Saint Seiya, c'est une adaptation du dessin animé Netflix, en fait. Ah merde ! Bref, Gurad est en train de pomper le cosmos d'un mec random dans un laboratoire de méchants. Ça me rappelle la scène de Piccolo dans Dragon Ball Evolution. Gurad se met à engueuler Nero parce qu'il n'a pas réussi à choper Seiya. Alors, Nero. Où il est Nero ? Ouais, j'ai pas la ref, hein, non ? Puis Nero dit que pour retrouver la trace de Seiya et de Kido, ils ont qu'à demander aux prisonniers, et là on voit qu'ils ont capturé le Loxé du début. N'empêche, le Allman Kido c'est un peu un bâtard, hein. Il a laissé son pote dans la merde et à aucun moment il s'inquiète de ce qu'il est devenu. Parce que son pote, soit il est mort, soit il a été fait prisonnier, et dans le second cas, il a très certainement des informations compromettantes que les méchants ne lui manqueront pas de lui arracher. Donc dans le doute, à Mankido, il aurait dû rentrer chez lui, prendre Sienna et se barrer dans une autre planque pour la protéger. Mais il fait rien de tout ça. Mais c'est pas grave, parce que les méchants sont tout aussi débiles que lui et n'interrogent pas immédiatement le Loxé pour pas terminer le film trop vite. Ce serait dommage. Du coup, on revient à Seiya qui s'apprête à partir s'entraîner avec Marine. Et Sienna lui apporte un casse-croûte avant qu'ils partent, puis ils échangent un regard en mode ils sont en train de tomber un petit peu in love. Bon, je passe en mode bouger 2 secondes. Autant que Sienna bave sur Makenyu, je comprends, parce que ce bâtard est ultra BG, il est trop sculpté dans le marbre, ça me dégoûte, et qu'elle a pas croisé un Kemé depuis fort longtemps sûrement, autant à l'inverse... Je veux dire, elle est loin d'être vilaine, attention, hein, mais je veux dire, elle est banale de fou comparée à lui. Certes, mais elle est pétée de thunes. Ah. Arrivé sur une île chelou, Seiya doit escalader une montagne à main nue. Sans déconner, là, il y avait une rêve facile à faire avec des escaliers, vous l'avez même pas faite. Un petit effort, ça demandait rien. Bon bref, il continue de grimper et finit par tomber sur... Inoxtag ? Qu'est-ce que je fous ici ? Oh là 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 là. Regardez-moi ça, les amis. J'ai envie de mettre ma maison, là. Il tombe sur Marine et il est visiblement surpris que ce soit une femme. Oui, c'est vrai que Marine, c'est pas un gros indice, hein. Mais n'importe quoi. Puis Seiya se retrouve dans une carrière bizarre et waouh, c'est quoi ce bordel ? Bon, l'histoire se déroule où exactement ? Parce que dans le manga, l'entraînement de Seiya se passe en Grèce, et la fondation Kido, il me semble qu'elle se situe au Japon. Et là, dans le film, il n'y a aucune indication d'où se déroule l'histoire, mais a priori, ça se déroule dans un monde très similaire au nôtre, voire notre monde à nous. Et tout d'un coup, tu nous balances des méga ruines antiques avec une tête flottante d'Athéna géante. Mais regarde la taille du bordel, la statue complète doit être monumentale et à aucun moment on nous explique où nous sommes. Alors oui, j'ai capté la ref à l'animé, mais ça n'a aucun putain de sens. Marine lui dit de rentrer chez lui parce qu'il n'a pas l'étoffe d'un chevalier. Bon là on a compris, c'est le coup classique du maître qui refuse un élève, puis qui après va quand même le former. Elle explique que son dernier disciple voulait être formé seulement par intérêt personnel, et du coup il a mal tourné. Il s'agissait du phénix. Ouf. Bah qu'est-ce que t'as ? Non rien, j'ai mal à mon lore là. Retour au QG de Gurad, Cassio sort de l'eau en mode badass avec sa nouvelle armure. Mais sans déconner, c'est quoi ce look de merde ?
Pendant ce temps, Seiya s'entraîne en se battant contre Marine dans un combat dantesquement épique. Waouh, des combats en costume naze avec des mouvements exagérés et des FX naze dans une carrière de pierre. C'est Saint Seiya ou un épisode des Power Rangers en fait là? Puis Sienna a encore une crise de cosmos, sauf que cette fois elle a une vision de l'avenir où elle détruit le monde. Et hop, on coche une nouvelle case dans notre bingo Dragon Ball Evolution. La vision du futur apocalyptique random. Ensuite, on a un training montage pas ouf de Seiya et Marine, et visiblement, les chevaliers maîtrisent la force. Et d'ailleurs, pourquoi elle lui apprend des mouvements de kung-fu, alors qu'on a très bien vu depuis le début du film qu'il sait déjà se battre, le Seiya? Le problème, c'est qu'il ne maîtrise pas son cosmos, en fait. Pendant ce temps, au QG de Gurad, Nero rend enfin visite aux prisonniers. Nero, d'où il sort ce Nero? C'est quoi cette pièce chelou là? On est dans un building méga technologique et le Renoir il est attaché avec des chaînes sur un caillou. Nero dit au Loxé que c'est un gros dur à cuire mais que tout le monde a peur de quelque chose et là il sort un médaillon. Oh non. Puis il pose son pouce sur le front du gars et lui fait avoir une illusion d'un scolopendre géant. Oh non, non, non! Nero, c'est Ikki en fait! Le saint du Phénix, l'un des chevaliers les plus badass parmi les 5 saints légendaires, et vous l'avez réduit à ça! Un abo latino qui ressemble à One Direction! Mais pourquoi il s'appelle Nero en plus? Apparemment c'est comme ça qu'il s'appelle dans la version nord-américaine de Saint Seiya, et y compris dans la série Netflix. Ok, mais pourquoi Nero? C'est quoi le problème avec Ikki? Nero, ça fait plus méchant peut-être. Quoi? Mais attends, t'as vu la gueule du gars? Tu pourrais l'appeler Adolf Satan Destructor, qui ferait pas plus peur pour autant, hein. Et pourquoi a-t-il attendu autant de temps pour utiliser l'illusion du phénix pour faire parler le gars? Ça fait au moins 5 jours que Seiya s'entraîne avec Marine. Et tu veux savoir pourquoi il a pas fait ça avant? Parce que sinon le reste du film ne peut pas arriver. Et comme toi, il reste encore 1 heure. Hein. Oh putain. Retour à l'entraînement de Seiya. Marine lui dit d'exploser un gros caillou et tout d'un coup on entend des notes de Pegasus Fantasy. Non, va te faire foutre le film, t'as pas droit d'en plus souiller Pegasus Fantasy avec ton film de merde qui a rien à voir avec Saint Seiya. Tu arrêtes tout de suite. Seiya explose le rocher, soudain son médaillon s'enclenche, devient une Pandora Box pendant un court instant, puis forme un Pégase. Et ça essaye de reprendre les plans d'enfilage d'armure du dessin animé et... oh... Putain, c'est quoi ça? Alors, tous les fans reconnaissent cette tenue, c'est la tenue que Seiya porte pendant sa formation avec Marine en Grèce. Mais bordel, cette tenue n'a rien à voir avec l'armure de Pégase. Alors le réal a dit que c'était un clin d'œil et que dans son concept, cette armure est une proto-armure pour montrer que Seiya n'est pas encore pleinement le saint de Pégase. Mais ta gueule, pour qui tu te prends avec tes concepts tout pétés? Surtout que c'est expliqué à aucun moment dans le film. Mais je vais m'énerver à bout d'un moment. Seiya a un flashback du passé, il se souvient qu'en fait, Alman Kido était avec Gurad à l'époque où sa sœur s'est fait enlever. Du coup, il est en colère et après un combat nul avec Marine, il part demander des comptes à Kido. Il arrive méga vénère, prêt à tout péter, mais Sienna arrive et l'emmène faire une balade à moto pour le calmer. Mais je croyais qu'elle pouvait pas sortir. Ouais, on est plus à ça près, hein. Mais à la fin, il se passe où ce film? Alors, ça a été tourné en Hongrie et en Croatie. Ah ouais, c'est marrant parce que pourtant d'habitude j'aime bien les films tournés dans les pays de l'Est. Oui. Elle lui explique que Gurad et Kido ont immédiatement libéré Patricia lorsqu'ils ont vu qu'elle n'avait pas de cosmos, et comme elle se savait surveiller, elle a préféré disparaître de la vie de Seiya pour le protéger. Pendant ce temps, Mark Dacascos dit à Shunbin que leur radar a détecté l'approche de Gurad. Du coup, Shunbin dit qu'il va rester pour gagner du temps et que Dacascos doit fuir avec Sienna. Pourquoi il se barre pas juste avant qu'elle arrive? Chut, leur donne pas de bonnes idées, ça fera durer le film plus longtemps. Puis Seiya et Sienna voient le vaisseau de Gurad arriver au loin. Sans déconner, ils le voient que maintenant, un putain de vaisseau spatial du futur, et ils le voient qu'une fois qu'il est quasi arrivé. Pendant ce temps, Shunbin fouille dans le cul de la statue d'Athéna où il a planqué une bombe et un détonateur. Les méchants rangers noirs débarquent et défoncent tous les hommes de Shunbin en 2 coups de cuir à peau. Pendant ce temps, Mark Dacascos essaye d'accéder à l'avion, mais il y a 4 Power Rangers devant. Du coup, il va faire la bagarre contre et... Ok, donc les balles perforantes, ça fonctionne, donc la question c'est pourquoi il en a pas filé à tous ces gardes du corps, putain de merde. Shunbin et Gurad ont un dialogue de merde, ils en ont tellement rien à foutre d'être là qu'on pourrait résumer le dialogue à... Et t'as pris combien toi? Oh 2 millions et toi? Bon, moi j'en ai pris 4, mais en même temps, Game of Thrones, toi-même tu sais quoi.
Ah franchement Psartek hein. Sienna et Seiya arrivent. Sean Bean dit qu'il va tout faire péter mais Cassius le marave et détruit le détonateur. Seiya fait la bagarre contre Cassius mais n'arrive pas à mettre son armure donc il se fait défoncer. Marc Dacascos défonce les 4 chevaliers noirs avec un bâton télescopique et une mini-bombe collante. Bah ils sont pas si durs à battre du coup. Sean Bean retourne fouiller dans le cul d'Athéna. Quoi? Sean Bean retourne fouiller dans le cul de la statue d'Athéna pour récupérer la bombe et la déclencher manuellement. Et il prévient Gurad, puis il jette la bombe bien au ralenti pour lui laisser le temps de monter dans son vaisseau et de ne pas mourir. Puis ça explose sa race et ça marque la 24 ou 25e mort à l'écran de Sean Bean. Et c'est pas la plus épique pour le coup. Seiya déprime devant les ruines du manoir parce qu'il n'a pas pu protéger Sienna. Du coup il rentre en transe et a des visions du passé dans le brouillard. Grand-père? Et hop, on coche une case supplémentaire dans notre bingo Dragon Ball Evolution. Hein. Goku qui parle à Gohan en esprit dans la brume à la fin du film, bah c'était déjà pas bien à l'époque, c'est toujours pas bien, voilà. Là, Seiya voit son lui enfant enfermé dans le placard, puis il lui fait un câlin et lui dit « T'inquiète petit, ta carrière est pas finie, on va faire One Piece juste après. » Pendant ce temps, Sienna est attachée à une machine chelou chargée de lui pomper le cosmos et apparemment, ça lui fait très bobo. Seiya débarque avec le vaisseau de Marc Dacascos et s'apprête à sauter tel Pégase. Va te faire foutre le film, oui. Et on voit enfin l'armure finale de Pégase et oh bordel. Oh putain de merde. Mais quoi? Ah quand même. Mais c'est quoi cette merde? Pourquoi elle a une dégaine de chevalier du Moyen-Âge, bordel? Pourquoi vous avez voulu en faire une vraie armure? Dans le manga, c'est plus un ornement symbolique plutôt qu'une vraie armure fonctionnelle. C'est quoi ce casque trop grand pour sa tête, bordel? Ces moufles en métal hideuse. Putain, on a le choix entre des Power Rangers nazes et un skin Red Shadow légende. Mais sans déconner, ça évoque absolument pas Saint Seiya ce truc. L'armure c'était le seul truc qu'il fallait absolument pas foirer. Et vous l'avez foiré quand même, c'est incroyable ça. Gurad, devant la souffrance de Sienna, craque et ordonne à Nero de tout arrêter. Sauf que Nero ne veut pas parce que c'est un méchant, et du coup il enfile son armure de phénix. Oh bordel, après les Power Rangers et le skin Red Shadow Legend, nous avons droit à Shredder des Tortues Ninja. Nero défonce tout le monde et pique l'armure d'or à Gurad, puis Seiya débarque in extremis et là, c'est l'heure du combat final. Carte de cercle. Seiya nous balance les météores de Pégase. Oui. Concentre cette force et libère-la. Bon, on va cocher ruiner l'attaque iconique du héros avec des FX nazes et des mouvements de tectonique. Aussi, oui. Assaut final, Phénix contre Pégase, badaboum. Bon, ça c'est un autre souci du film. Dans le manga et l'anime original, le combat de Seiya face à Phénix est beaucoup plus intéressant. Seiya est animé par la foi et l'espoir alors que Ikki est animé par la haine et la vengeance. Ikki est très fort, mais seul, alors que Seiya se bat avant tout pour et avec les autres. C'est avec le soutien moral de ses camarades que Seiya surpasse Ikki et c'est grâce à ce combat qu'Ikki se rend compte qu'il se trompe de chemin. Là, c'est juste deux gars qui n'ont absolument aucun passif entre eux. Leur combat est la seule scène qu'ils ont partagée d'ailleurs. Donc le combat, on s'en fout en fait. Si Gurad elle avait le phénix sous la main depuis le début, pourquoi elle l'a pas envoyé direct choper Sienna plutôt qu'envoyer ses chevaliers noirs tout pourris là? Bref, Sienna se transforme en Athéna. Bon ok, c'est fidèle pour le coup, disons que ça ferait sensation à la Japan Expo. Seiya rampe en faisant exploser son armure jusqu'à elle, pendant qu'elle détruit tout, et lui dit en gros « Sois gentille, pas méchante !» Et elle fait « Ok !» Du coup elle reprend le contrôle et devient la gentille Athéna avec les cheveux mauves. Et elle soigne les bras de Gurad. Bah oui, parce qu'elle t'a pourchassé toute ta vie et complètement niqué ton existence, et en plus elle a tué pas mal de gosses innocents. Mais au fond c'est une gentille, donc ça va, tu peux la soigner. Plus tard, Sienna et Seiya sont potes et décident de partir à la recherche des autres chevaliers, et c'est la fin. Et heureusement, il n'y aura probablement jamais de suite. Oui, parce qu'à la base, c'était prévu pour être une saga de 6 films. On aurait fait sacrément beaucoup de content dessus. Mais tant mieux que ça n'existe pas, oui.
Bon, il est très certainement inutile de le préciser, mais je vais le dire quand même, ce film est une giga merde qui n'est qu'à un cheveu d'égaler le niveau de souillure de Dragon Ball Evolution. Et comme je le disais en préambule, cette énième tentative ratée d'adapter Saint Seiya nous montre en quoi la Toei n'a rien compris à Saint Seiya et n'est pas capable de se remettre en question et de comprendre pourquoi on a aimé Saint Seiya à la base et du coup il l'exploite un peu n'importe comment. Il semble être persuadé que si Saint Seiya est devenu aussi culte, c'est grâce au concept des armures. Alors oui, c'est un formidable matériel à créer du merchandising. D'ailleurs, ils ont sorti les miscloses du film et on avait tous bien compris que c'est pour cette seule et unique raison que vous continuez à forcer avec Saint Seiya. Vous voulez vendre du merch. Starstorm et toutes ces conneries, c'était pour vendre des jouets et pénétrer le marché international. Mais ce que la Toei ne semble toujours pas avoir compris, c'est que le succès du merchandising Saint Seiya découle du succès du manga. C'est une conséquence du succès de l'œuvre originale. Ce n'est pas la cause de ce succès. Vous n'auriez pas dû vous poser la question de comment vendre plus de merch, mais surtout de pourquoi le merch se vendait à la base. Ce qui vous a ramené à vous poser une autre question qui est selon moi la plus essentielle de toutes, c'est pourquoi on a aimé Saint Seiya? Selon moi, le succès de Saint Seiya est dû à au moins deux composantes majeures. La première, la mythologie. Parle à n'importe quel gros fan de Saint Seiya, il va pas te tenir la jambe avec les armures. Il va te parler de l'hypermythe de Saint Seiya, de toutes les histoires et ramifications de cet univers, qui ne se limite pas à proposer de nouvelles armures. L'hypermythe, c'est la mythologie créée par Kurumada en piochant dans à peu près toutes les mythologies connues de l'humanité. La mythologie grecque, bouddhiste, judéo-chrétienne, nordique, etc. C'est riche, c'est inventif, et dans quasi toutes les adaptations orientées mainstream, vous négligez cet aspect essentiel. C'est le cas dans ce film où il n'y a finalement que très peu d'expositions sur la mythologie de Saint Seiya. Le deuxième élément qui fait que Saint Seiya fonctionne, c'est la synergie entre les personnages. Saint Seiya, ce n'est pas que l'histoire de Seiya, c'est aussi Shun, Shiryu, Yoga, Ikki. Faire tout un film Saint Seiya où Seiya se bat seul, c'est une véritable hérésie. Saint Seiya, c'est la camaraderie, la fraternité, le sens du sacrifice, l'abnégation. Là, vous faites de Seiya un espèce d'anti-héros raté qui bosse en solo, et vous n'explorez pas du tout le passé d'Ikki, alors qu'il a un des backgrounds les plus stylés du manga, bordel. Et même, si vous vouliez absolument tout miser sur les armures, pourquoi vous les avez faites aussi dégueulasses, bordel? Et enfin, le plus grave, vous avez tenté une fois de plus d'américaniser le concept de Saint Seiya. Vous avez complètement gommé l'aspect japonais de l'œuvre d'origine. Du coup, vous présentez pas un héros qui pense avant tout aux autres et qui est prêt à se sacrifier à chaque instant, vous montez un espèce d'anti-héros un peu nul, un espèce de super-héros qui se bat avant tout pour lui-même et pour régler ses propres problèmes. Et vous y foutez des robots et des vaisseaux géants avec des méga lasers et des missiles, alors que Saint Seiya, c'est le divin, c'est le mysticisme. Seiya, c'est pas un super-héros, c'est un héros mythologique. Bref, vous avez fait de la merde une fois encore, et c'est dommage. Franchement, je suis dégoûté parce que je suis convaincu qu'il y a du potentiel avec Saint Seiya pour faire du live action et pour faire du vrai contenu avec et de faire vraiment des trucs stylés. Mais pour ça, il faut mettre des gens passionnés et talentueux sur le projet. Et ça a l'air de se faire de plus en plus rare ces derniers temps. Ouais. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette adaptation de Knights of the Zodiac. J'espère que la vidéo vous aura bien fait marrer. Je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Ouais. Merci au jeu, je suis Kaizen Phantom Parade pour avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens en description. Que la passion vous guide.